allons ouvrir la séance du conseil municipal du 29 novembre. Donc nous allons l'ouvrir, nous l'ouvrons en souhaitant la bienvenue à Anne Didier, qui intègre le conseil municipal suite à la démission d'Agnès Pellens, et dont je voulais saluer tout le travail qu'elle avait effectué, Agnès, pendant ces 7 années, en étant élue de la minorité. Voilà. Donc, je le lui ai dit, mais je souhaitais que ce soit public, parce que je le pense très sincèrement. Donc bienvenue Annie, et puis je souhaite que, et j'en doute pas, que nos rapports soient constructifs comme ça l'était avec Agnès. Nous allons passer à l'appel. Donc qui est le plus jeune? Allez. On t'écoute, Guillaume. Donc du coup on commence. Béatrice Bonfiant qui va ça. Présente. Daniel Beran. Présent. Sonia Bourili Marcelli. Elle va arriver, mais c'est Johan Michelosi qui a sa procuration pour le moment. Johan Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Présente. Éric Desailles. Présent. Roland Dudoué-Andraos. Présente. Dominique Chen. Procuration à Claire Parère. Marie-Dominique Bagoud. Présent. Guillaume Bolland. Présent. Pierre Parère. Présente. Sandra Vesperini. Présente. Rodolphe Lemaire. Pour l'instant, procuration à Marielle Veuillet. Fatma Toué Clément. Procuration à Joël Albanese. Florent Alfornel. Présent. Nicole Ferréou. Présent. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanese. Présent. Nathalie Ouvrier. Pareil, pour l'instant, procuration à Béatrice Bonfiant. Non, je suis là. Excuse-moi Nathalie, je n'avais pas vu arriver. Non, Pardonne-moi. jamais arrivé. Pardonne-moi. C'est cool, ça mon frère. Excuse-moi Guillaume. Donc moi-même, Guillaume Cordova présent. France Leport. Présent. Christophe Casa. Présent. Solange Arouta. Présente. Louis Fouan. Procuration à Daniel Guérin. Anne-Philippe Petit. Présente. Olivier Tasson-Ducel. Présent. Martine Aubé. Présente. Christophe Neville. Présent. Dominique Flao. Présent. Bernard Cardula. Présent. Carole Turato. Présent. Frédéric Solon. Présent. Et Annie Dier. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 octobre 2021. En préambule, je voulais nous excuser puisque nous avons eu un souci, un problème technique avec... en fait, on n'a pas eu d'enregistrement. Donc, c'était seulement sur les notes qui avaient été prises. Donc, on s'en excuse. Vous voulez prendre la parole, c'est ça? Oui. Marche pas. Non, je ne vois pas. Si, c'est à l'univers là. Ah, ça y est. Merci. Oui, un commentaire sur ce dernier compte-rendu. Il y a des discussions qui avaient eu lieu sur les déchets, sur le CCDDF, qui n'apparaissent pas dans le compte-rendu. Il est minimaliste par rapport à ce qu'on avait pu voir les mois précédents, les conseils municipaux précédents, pour la raison peut-être que vous évoquez. Malheureusement, oui. Il n'y a ni vidéo ni enregistrement des micros. Ouais. D'autre part, on continue de regretter qu'il n'y ait aucun compte-rendu sur les décisions de Madame la maire, qui sont souvent des discussions très intéressantes. Là, il y a eu des échanges, alors je crois que les infos sont arrivées depuis, mais il y a eu des échanges ou des demandes d'informations sur Château-Larc par exemple. Donc pour ces différentes raisons, on va s'abstenir sur ce compte-rendu. C'est noté. Donc on passe à l'information du conseil municipal. Donc le compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc à 2021/94 qui annule et remplace la décision 2019-75.
C'est le versement du forfait de rémunération définitive d'un montant de 36 000 € hors taxe, correspondant au taux de rémunération retenu sur le coût des travaux définitifs à Madame Romanita Russu-Mattei, architecte, dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la rénovation de la crèche des Moussaillons. Taux de rémunération de maîtrise d'œuvre de 8%. Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux est estimé à 350 000 € hors taxe et le montant de maîtrise d'œuvre s'élève à 28 000 € hors taxe, dont sera déduit le montant du précédent contrat concernant les études et l'estimation des travaux d'un montant de 10 000 € hors taxe, donc 18 000 € hors taxe. Enveloppe du marché après APD s'élève à 700 000 € hors taxe, donc le montant de la rémunération définitive s'élève à 56 000 € hors taxe, moins 2 000 € hors taxe, remise à titre commercial, soit 54 000 € hors taxe. La 2021-95, signature d'une convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône relative à la prestation de médecine professionnelle et préventive fournie par le service médecine professionnelle et préventive pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022, moyennant une participation financière due par la mairie s'élevant à 65 € par an et par agent. La 2021-96, c'est la signature de l'avenant numéro 1 au marché public numéro 2019-03, conclu avec les sociétés filières SMED, ITCA, Jolisol, Provence Menuiserie, Alliage, Concept Électrique, TCF, dans le cadre de l'extension et la rénovation de la crèche des Moussaillons, lot de numéro 2 à numéro 10. Cet avenant a pour but de prolonger le délai d'exécution du marché, délai global porté à 15 mois et 26 jours. Cet avenant n'entraîne aucune modification au marché et n'a aucune incidence financière. La 2021-97, encaissement de la somme de 1 380 € versée par Cham Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de mobilier urbain, route des Michels, survenue le 11 août 2020. La 2021-98, encaissement de la somme de 750 €. C'est un recours contre un tiers, versé par Cham Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de mobilier urbain à la ZAC Saint-Charles, survenue le 29 juillet 2020. La 2021-99, désignation de la société SATR, dans le cadre de la requalification de la voirie urbaine 2021, rue de la République, rue de l'Escalade, impasse des Garrigues et la Barque Sud. Ce marché est conclu pour un montant global de 122 201,94 € hors taxe. Numéro 2021-100 jusqu'à 2021-105, c'est la désignation des sociétés citées ci-dessous dans le cadre de la réhabilitation et la transformation de la Bastide Vitalis à Fuveau. Donc vous avez les sociétés SGPM, Alliage, Assurbat, Cadelec, Héliofroid et CFA Division LSA. La 2021-106 est non utilisée. La 2021-107, c'est la signature de l'avenant numéro 2 au marché adapté numéro 2019-03 avec la société Alliage, suite à des prestations en plus-value et en moins-value, dans le cadre de l'extension et la rénovation de la crèche des Moussaillons. C'est le lot numéro 7, menuiserie extérieure, aluminium, vitrerie, serrurerie. Cet avenant est conclu pour un montant de 4 729 € hors taxe. Le montant du marché initial était de 47 730 € hors taxe. Montant de l'avenant numéro 1, 4 729 € hors taxe. Montant total du marché, 52 459 € hors taxe. La 2021-108, c'est la désignation de la société Filière Construction dans le cadre de la réhabilitation de la transformation de la Bastide Vitalis, lot 1, aux œuvres vers décarrelage. Ce marché est conclu pour un montant global de 535 889,87 €, hors taxe. La 2021-109, désignation de la société Eurovia PACA dans le cadre de la sécurisation du cœur de la barque. Ce marché est conclu pour un montant global de 109 991,40 € hors taxe. Numéro 2021-110, c'est le versement de la somme de 1 200 €, facture 145,45 du 29 septembre 2021, représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Burtès Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre Madame Touboulian-Rose. Je vous écoute si vous avez des questions. Oui, on fait une question. Oui. Voilà, sur la 20-21-110, on aurait aimé en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est cette affaire contre Madame Touboulian-Rose? Alors en fait, il s'agit d'une convention entre Madame Tomboulian, qui est la veuve Madame Oskian, et Madame Lamy à la barque. Madame Lamy ayant souhaité construire une maison sur une parcelle voisine de celle de Madame Oskian. Entre-temps, le permis de construire a été retiré. D'accord.
C'est-à-dire que le permis, il est Entre-temps, valable Madame un Lamy certain a- temps. Non, pas du tout, c'est que les permis sont toujours valables un certain temps, mais par contre, là, Madame Lamy, en l'occurrence, a souhaité retirer son permis. D'accord, ok. Voilà. Suite certainement à l'attaque de Madame Rosquian, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. C'est tout. Donc on passe aux affaires générales. Avec donc 2.1, la délégation de pouvoir à l'association FUVO Cœur de Vie. C'est une demande de subvention auprès de la Banque des Territoires. Donnez-moi la parole. Faut que j'appelle. Appuie. Par contre, il faut qu'il y en ait un des deux qui coupe le micro, s'il vous plaît. Là, on va couper, là. Oui, pardon. Vas-y. Nickel, c'est bon. Vas-y. Délégation de pouvoir à l'association Pouvoir Cœur de Vie, demande de subvention en fait, la Banque du Territoire. En fait, l'association, je ne vais pas lire, l'association Cœur de Vie a sollicité par le biais de Proxity, une filiale d'EDF, à avoir une carte de fidélité pour tous les commerçants de Fureau, ou du moins ceux qui veulent y adhérer. Et à ce titre-là, ils ont souhaité avoir une délégation du pouvoir de la part de la mairie pour pouvoir traiter avec la Banque des Territoires. Je peux répondre à toutes les questions. Encore moi. Allez-y. Donc ce dispositif paraît sympa, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager par rapport à notre commerce local. Par contre, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'on parle d'un prêt, d'une subvention? C'est-à-dire ils vont faire un dossier, ok? Donc la mairie délègue son pouvoir pour qu'il fasse ce dossier. Et est-ce que ce dossier, c'est un dossier de demande de prêt, un dossier de demande de subvention? Juste, je pose toutes les questions, ou ça après tu réponds. Et puis vous parlez de test, ça consiste en quoi ce test? Ça concerne combien de magasins? Est-ce qu'il y a une durée? Et puis après, bon, il y a une autre question un peu plus de fond, c'est ces cartes de fidélité, donc ça va nécessiter comment dire, la perte d'anonymat des personnes. Donc est-ce qu'il y a des garanties qui sont prises par rapport à la RGPD? Voilà. Comme toute obligation, il y a effectivement quelque chose qui est fait par rapport à la RGPD. Et ça, c'est Proxity qui gère les fichiers et qui se porte garant vis-à-vis de ça. Effectivement, ça va être une subvention qu'ils vont avoir qui leur permettra de démarrer leur activité dans l'achat des cartes, par exemple. Elle est de combien cette subvention? Vous avez une idée? Non, d'accord. En fait, ça va se calculer en fonction du quota des participants. D'accord. Au départ. Sachant que pour le moment, il y a une dizaine de participants inscrits. Quand je dis participants, c'est commerce. D'accord. Ok. Et sur Fureau, il y a combien de commerces en tout? Excusez-moi, je n'ai pas trop le chiffre en tête. Dans le centre du village, il y a une quarantaine de commerces. Ah oui, d'accord. Donc le test, c'est sur... Et c'est surtout sur le centre-ville, je présume, non? C'est tout commerce de Fureau confondu. D'accord. Donc voilà. En fait, il faut que le commerce soit volontaire pour le faire. Sachant qu'il y a une participation financière. Ah, il y a une participation. Et une fois que le dossier sera déposé, on pourra avoir le nom des commerces Bien évidemment, parce que en fait, avec ta carte, tu pourras, quand tu achèteras, tu collecteras des points au sort de 2%. Ok. 1%. 2%. 2%. 1 et 2%. Donc forcément, tu auras la liste des commerces chez qui tu pourras profiter de cette carte. Donc créditer des points quand tu achètes et les dépenser quand tu souhaiteras dépenser pour faire un achat avec tes points. D'accord. Ok. Donc tout ça, et cette carte ne sera valable qu'à Fureau. Même si elle existe dans d'autres villes, vous ne pourrez dépenser les points de cette carte uniquement à Fureau. Donc ça favorise le commerce local. D'accord. C'est-à-dire que tu cumules une cagnotte, quoi, en gros. C'est ça. Ok. Merci. On passe au vote? Je m'abstiens. Oui, bien sûr. Ok. Merci beaucoup. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe donc au volet finance avec la première délibération qui concerne la subvention à l'association du comité Saint-Jean.
pas demandé ça? Non. J'ai pas demandé. Oui. Voilà. C'est bon, là. J'ai publié 2 fois. C'est pas grave, en fait je peux couper maintenant. Parle après. Je parle? Oui, c'est rouge. Ouais, vas-y, justement. Ah. Je vais pas tout dire. Alors, on y va. Le dossier de demande de subvention à compléter par les associations qui souhaitent obtenir un financement de la commune a été revu, ajusté et complété pour que les services instructeurs et les élus disposent de plus d'éléments d'appréciation sur le contenu des activités exercées par l'association et sur l'objet de leur demande de financement. L'association Comité Saint-Jean a, à ce jour, déposé un dossier valide de demande de subvention et obtenu une subvention 2021. Ce dossier a été instruit et fait l'objet de propositions de subvention suivantes. Donc, on propose 3 000 € de subvention pour l'année 2021. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2021 à l'association Comité Saint-Jean d'un montant de 3 000 €, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Je vous écoute, Bernard. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements sur l'association Comité Saint-Jean et les besoins qu'ils demandent, ce que représentent ces 3 000 €, à quoi ça va leur servir? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de Oui, renseignements? bien sûr. Alors, le Comité Saint-Jean n'a pas demandé l'année dernière de subvention et ont organisé une belle fête de la Saint-Éloi. Ils envisagent pour 2022 une fête plus grande, sur 2 jours, avec un samedi soir, avec une fête le samedi soir notamment. Et ils ont prévu aussi d'investir dans des fanions pour décorer le village. Et c'est un coût, évidemment. Et ces fanions, ils souhaitent les faire par une autre association fuvelaine. Donc payer une autre association fuvelaine qui réaliseront ces fanions. Voilà. Merci. Je rebondis sur cette demande de subvention, parce que depuis de nombreuses années, j'ai quelque chose qui me tracasse dans la tête. Est-ce qu'il ne serait pas possible un jour à la mairie de mettre à disposition un logiciel de comptabilité dirigé vers les associations qui permettrait à toute association qui demande des subventions d'avoir une demande un peu plus claire, nette et précise, et qui permettrait aussi, à travers ce logiciel, si c'était possible, de pouvoir d'un clic faire une subvention claire, nette et précise. Alors, un logiciel, à ma connaissance, j'en connais pas. Par contre, toutes les associations, quelles qu'elles soient, nous ont toujours demandé soit de l'aide, soit un appui technique sur la demande, ce qui a toujours été réalisé, soit par les services, soit par les élus. Donc voilà, il n'y a pas de souci, mais par contre sur un logiciel dans lequel on rentre les données et où on appuie sur un bouton, à ma connaissance, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a... Oui, peut-être sur les demandes dessus, mais aussi, je veux dire, c'est un logiciel de comptabilité qui serait à peu près le même pour toutes les associations. Ah, Permettrait, d'accord. par exemple, comme vous dites, à la fois aux associations de pouvoir aider facilement, parce que chaque association a son logiciel. Toujours pas les mêmes. Voilà, c'est une question de... Voilà. Alors j'avoue qu'on a la chance d'avoir des services et des élus qui sont formés à la compta et qui permettent justement de poser toutes les questions à l'association et de les appuyer si besoin. Après, bien sûr, on pourrait tout imaginer, mais de là à payer un logiciel pour toutes les associations, ça va être... Après aussi, une autre question, c'est sur les subventions nature. Est-ce que nous, élus, on a une possibilité d'avoir ce que demande chaque association? Est-ce que, pour voir clairement ce qu'utilisent toutes les associations qui ont des besoins en nature? Oui, comme vous pouvez le constater sur le tableau, c'est marqué. Il y a les subventions en nature. En fait, à chaque fois que vous allez voter des subventions, il y aura la subvention en nature à chaque fois. D'accord. Ah, clair, net et précis. Oui, exactement. D'accord. Parce que moi, je suis plus un fanatique des subventions en nature que des subventions directes. Et donc, j'aimerais avoir une plus grande visibilité, une plus grande clarté sur toutes les associations.
Non, mais c'est noté. Et j'en profite pour remercier toujours la mairie qui nous a toujours bien aidés en subvention que j'appellerai indirecte et qui, pour moi, est plus utile qu'une subvention directe. C'est gentil de le Merci pour les services. Voilà. Non, mais je tenais à vous remercier aussi personnellement, puisque nous utilisons, mon association EFI utilise énormément l'aide en nature plutôt que l'aide directe. Mais c'est la politique menée pour justement animer le village au mieux. On passe au vote? Oui, Madame Flau. Quelle est l'association qui est... pardon, je vous ai coupé du coup. Attendez, allez-y, remettez Madame Flau, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Quelle est l'association qui va bénéficier de la subvention pour les familles? Pour les familles. De mémoire, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je crois que c'est la Fubelle, mais je ne voudrais pas dire de bêtises en public, mais je crois que c'est la Fubelle. Sauf erreur de ma part. Oui. S'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le prochain rapport concerne une subvention supplémentaire pour l'association La Féline Méruillaise. Bon, là, il n'y a pas d'apport en nature. On ne va pas participer aux castrations. Financièrement. C'est une demande de subvention supplémentaire pour l'association La Féline Méruillaise, donc pour terminer l'année 2021. Le maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l'errance ou à la divagation des animaux, au titre de son pouvoir de police générale, qu'il détient en vertu de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui l'habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural. Ainsi, une convention a été passée avec l'association La Féline Méruillaise pour s'occuper des félins errants, bénévolement des félins errants sur le territoire de Fuveau. L'association castre, stérilise les chats, les soigne en cas de pathologie ou chirurgie urgente, afin d'éviter toute prolifération et transmission de maladies, et intervient sur signalement et plaintes de riverains ou de la commune. Au vu du bilan d'activité présenté et des dépenses croissantes auxquelles a dû faire face l'association cette année, il convient d'octroyer un complément de subvention à hauteur de 500 € à l'association La Féline Méruillaise. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention supplémentaire d'un montant de 500 € pour l'exercice 2021 à l'association La Féline Méruillaise et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour les répondre. En 2020, la subvention à La Féline Méruillaise était de 1 000 € si mes souvenirs sont bons. Oui. Et ensuite, il y a eu 1 500 € pour cause de Covid. 1 300. 1 300. À l'époque, vous aviez indiqué que c'était parce que il y avait moins d'adhérents. C'est plus une prise en charge supplémentaire, on va dire. Pendant le confinement, il y a eu énormément de gens qui ont adopté des animaux et puis qui les ont ensuite lâchement abandonnés. Donc la Féline s'est retrouvée avec beaucoup d'animaux et surcroît de prise en charge par rapport aux animaux. C'est une association avec qui on a signé une convention depuis 2018 et qui réalise un gros travail sur la commune. Effectivement en castration, stérilisation, mais aussi en soins, aide à la recherche de chats perdus, elle fait adopter des bébés aussi. Donc, Et donc cette année, elle a déjà eu une subvention de 2 000 €. 2500. 2500, auquel on rajoute 500, donc 3 000 €. C'est ça. Soit une multiplication par 50%. Oui. Dans le rapport d'activité, il y a à peu près une centaine de chats qui sont
lesquels il y a des actes qui sont prévus. C'est à peu près ce qu'il y a également sur le site. Donc l'augmentation d'activité, en tout cas, elle ne se voit pas à ce niveau-là. Et d'autre part, je pense qu'elle a un rayon d'action qui va au-delà de FUVO. Donc je voulais savoir s'il y avait des subventions qui étaient données par d'autres communes. C'est une association qui est financée également par la commune de Mereuil, sur laquelle elle intervient. Elle a sollicité également et obtenu des subventions auprès du département, et elle avait déposé un dossier aussi auprès du conseil général. Régional. Du conseil régional, voilà. Après, c'est un montant qui va croissant, mais la prise en charge, elle va croissante aussi. Et puis si on compare par rapport à l'étude qui a été réalisée sur les 10 communes du SIA, Trex, qui a un petit peu plus d'habitants que FUVO, ça leur coûte 6 000 € par an, le traitement des félins. Appourières, qui a à peine 5 555 habitants, ça vaut 5 000 € par an. Aroussé, qui a un peu moins de 5 000 habitants, ça vaut 2 500 € par an. Nous, si cette subvention est votée, on sera effectivement à 3 000 € par an. Ça correspond à un coût par habitant de 0,29 €. Quand on sait que sur la moyenne des 10 communes du SIA, le coût par habitant est de 0,45 €. Donc ça me paraît tout à fait raisonnable et justifié. Pour quelle raison est-ce que c'est aussi cher dans les autres communes, vous le savez? Parce que les autres communes, pour la plupart, ont fait le choix de passer par des professionnels, comme l'association Clara, qui dépend de la SACPA. Quand vous subventionnez des associations en tant que commune, c'est vous qui décidez ce que vous leur donnez. Quand vous passez par des professionnels, ils vous font une facture et vous payez la facture qu'ils vous font. Donc les coûts sont sans commune mesure. Donc nous, ici à FUVO, nous avons fait le choix de soutenir une association locale, à la fois parce qu'il y a énormément de bénévoles qui sont impliqués dans cette association, qui réalisent un travail formidable, plutôt que de passer par une société qui non seulement va nous coûter beaucoup plus cher, mais qui en plus en termes de conditions animales, les bénévoles dans les associations de protection animale, on est sûr qu'ils font ça parce qu'ils aiment les animaux. Les sociétés qui travaillent sur ce secteur-là, comme toute société, ils font des bénéfices. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc la prochaine délibération correspond à l'approbation des avenants numéro 4 aux conventions de gestion relatives aux compétences défense extérieure contre incendie, aux fluviales, création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires et promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme de la commune de FUVO. On t'écoute, Eric. Tu me donnes la parole. Je te donne la parole. Merci. Donc, depuis le 1er janvier 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence s'est substituée de plein droit aux 6 anciens EPCI fusionnés, conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 2014 et la modernisation de l'action publique territoriale, de l'affirmation des métropoles et de la loi dite NOTRe. Aussi, la métropole Aix-Marseille-Provence exerce depuis le 1er janvier 2016 les compétences définies par l'article 52-17-2 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues dans l'article 52-17-2 qui n'avaient pas été transférées aux 6 anciens EPCI fusionnés au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ainsi, par délibération du 14 décembre 2017, la métropole décidait de confier à la commune de FUVO des conventions de gestion portant sur les domaines suivants, donc compétences défense extérieure contre l'incendie, compétences eau pluviale, compétences création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, compétences tourisme,
Ces conventions ont été conclues pour une durée d'1 an prolongée par avenant, et aujourd'hui, afin d'assurer la continuité de l'exercice de la compétence et une gestion de proximité, il est proposé de prolonger d'1 an la durée des conventions de gestion, sans préjudice des évolutions législatives à venir. Il est aussi proposé au Conseil municipal d'approuver les avenants numéro 4 aux conventions de gestion de la commune de Fureaux. Voilà, donc je ne vais pas vous lire. Voilà, il vous est demandé d'approuver les avenants numéro 4 aux conventions de gestion, numéro 17 1065, 17 1067, 17 1068 et 17 1069 entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Fureaux, tel qu'annexé à la délibération. Et d'autoriser Madame le maire à signer ces avenants. Est-ce que vous avez des questions? Très rapidement. Oui, bonsoir. Bonsoir. En face de ces services que la mairie fournit au sud de la métropole, il y a une compensation financière. On est sur le même périmètre, donc les mêmes montants, tout ça est. Je ne vais pas dit là, mais j'imagine que c'est un peu de fait, ou bien il y aura une négociation à mener. C'est les mêmes périmètres et on reste tel que c'était ce qui a été discuté jusqu'à présent. D'accord. C'est juste une reconduction. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 3.4, c'est la décision modificative concernant le budget général de la commune. Cette décision correspond à une régularisation de certaines écritures comptables et des ajustements des prévisions suite à l'évolution pendant l'année. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, ils sont détaillés, je risquerai de ne pas fouiller et de me tromper sur les chiffres, mais je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Côté recette d'investissement, donc l'emprunt qui avait été planifié lors du BP 2021 n'a pas été réalisé, donc nous n'avons pas emprunté les 1,5 million que nous anticipions pour le budget de cette année. Les raisons principales sont des dotations, notamment les plus grandes dotations pour la FCTVA avec une augmentation de 103 000 par rapport à ce qui avait été anticipé. Ce sont aussi un gros poste, ce sont les taxes d'aménagement dues à Arte Park au niveau de la barque qui n'étaient pas anticipées, donc qui se montent à plus de 322 000 euros. Et après, c'est essentiellement, on va dire, des subventions qui ont été demandées, qui ont été acceptées. En termes de... Donc ça, c'est ce qui permet d'expliquer notamment, comme j'expliquais, le non-besoin de l'emprunt. Ensuite, côté des investissements, des dépenses d'investissement, il y a 100 000 euros de plus qui ont été nécessaires pour les avenants à la crèche. Et ensuite, certains travaux sur les voiries communales qui, soit par rapport au devis anticipé initialement, ont été moindres, soit certains travaux qui n'étaient pas réalisables en l'état. C'est pour ça qu'on se retrouve après sur un équilibrage entre les sections d'investissement, dépenses et recettes de l'ordre de 424 414,99 euros. Voilà. Et ça, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser les virements de crédit tels que présentés dans la délibération et ce que j'ai essayé d'expliquer, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bon, vous avez, dans votre exposé, répondu à la plupart des questions qu'on se posait. Donc c'est une bonne chose. Merci d'avant, merci encore. On a, il y a à peu près 450 000 ou 500 000 euros de subventions qui, au-delà de la taxe d'aménagement, ça je comprends qu'on s'y attendait pas forcément à ce moment-là, qui sont arrivés. Est-ce que c'est parce qu'on pensait pas les avoir? Est-ce parce qu'on pensait les avoir l'année prochaine? En général, c'est relativement
c'est un flux relativement constant. Donc, alors, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais les subventions, on ne peut pas les inscrire au budget tant qu'on n'a pas une confirmation de la subvention. Donc c'est, comme on verra plus tard aussi dans la présentation du ROB, voilà, on travaille beaucoup, les services et les élus travaillent beaucoup à obtenir le maximum de subventions sur FUBO. Ça, c'est en effet une très bonne chose. Donc ça veut dire que par construction, nos budgets sont toujours prudents sur ce poste-là. Et que, prudent, et puis surtout légalement, on ne peut pas l'anticiper. Okay. Le montant est un peu anecdotique, mais peut-être vous pouvez nous dire un mot sur les amendes de police qui sont visiblement plus élevées, là, pour 16 000 €. Est-ce que donc on parle des amendes dressées par la police municipale. Est-ce que c'est parce qu'il y a des consignes particulières, parce qu'on a changé, on fait peut-être moins de prévention et plus d'amendes? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, vas-y. Alors, non, ce n'est rien de tout cela. Tout simplement, en dessous de 10 000 habitants, la commune devait déposer un dossier par an, qu'on appelait, on va dire, de sécurité de façon générale, pour obtenir des subventions sur les passages cloutés, sur les feux, sur tous les aménagements de sécurisation, on va dire, de son domaine public. À partir du moment où on a passé le seuil des 10 000 habitants, ce qui est le cas, on reçoit désormais une recette forfaitaire que nous verse le conseil départemental, qui lui perçoit le produit de toutes les amendes de police. Voilà. Donc ça, c'est la recette désormais forfaitaire que nous allons avoir chaque année. Voilà. Et ce n'est pas, enfin, peut-être est-ce lié au niveau des amendes que l'on dresse, on va dire, mais elles remontent toutes au niveau de l'État, elles redescendent au niveau du département qui après les répartit selon ces deux modes de fonctionnement-là. Ok, ouais, merci de ce mécanisme. Oui, c'est pas évident quand on le lit, vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on passe au rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2022. Alors, en préambule, le rapport d'orientation budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3500 habitants. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc, nous allons travailler avec donc, les services et les élus sur non seulement concentrer sur le budget préventif, mais en plus sur un rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2022. Donc le vote du budget sera lors du prochain conseil et le rapport d'orientation budgétaire est la première étape de ce cycle budgétaire. Voilà, donc je vais vous le présenter et après on en discutera tous ensemble. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les diapositives parce que la présentation vous avait été fournie dans les documents avec en préparation du conseil. Mais n'hésitez pas à m'interrompre si je mets quelque chose. Donc, sur cette première diapo, ce qu'il faut voir, les éléments intéressants sont, ça n'a pas forcément changé par rapport aux années précédentes. Hein. On est toujours au-dessus des 10 000 habitants. On voit que FUBO a un revenu fiscal moyen qui est plus élevé que la moyenne nationale et une part des foyers imposables donc aussi qui est plus élevée que la moyenne nationale. En termes de situation financière de la commune, alors, pareil, hein, pas énormément de changements par rapport aux années précédentes. On voit que on a des dépenses de personnel qui sont relativement élevées, plus élevées que les moyennes nationales. On voit aussi qu'on a un encours de dette qui est toujours contrôlé. Je reviendrai après sur d'autres métriques, hein, comme par exemple la DGF par rapport à la population. Qu'est-ce que là-dessus, non, c'est à peu près tout ce que je
voilà, en termes de métriques intéressantes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, à la fin, voilà, parce que on va y revenir sur certaines de ces métriques. Donc, en termes de différence sur les dépenses de fonctionnement par rapport à l'année 2021, un gros poste, enfin un poste en augmentation, pardon, c'est un gros poste qui est les charges personnelles. Une des raisons, on y viendra tout à l'heure aussi, c'est par rapport à l'arrivée d'un ingénieur pour l'urbanisme qui va rejoindre, pour gérer l'urbanisme et aussi le nombre croissant de contentieux sur les permis d'urbanisme. L'atténuation de produits est due notamment à la loi SRU. Et les charges financières. Les charges financières, c'est ça. C'est suite à la renégociation des prêts qu'on a actés plus tôt dans l'année, qui, comme anticipé, répondent à ces charges-là. Et en autre charge, si je ne dis pas de bêtises, c'est une réduction des charges qu'on avait anticipées pour 2021 pour le Covid. On avait été on a essayé d'anticiper, d'avoir un coussin un peu confortable au cas où la situation devait se dégrader. Ce sont des charges qu'on ne va pas forcément reconduire, enfin qu'on ne va pas reconduire cette année, voilà, parce qu'on ne pense pas qu'on aura un nouveau confinement généralisé. En termes de recettes fiscales, donc il y a une réduction des dotations de l'État et de la CAF, comme c'est expliqué dans le document, le rapport d'orientation budgétaire. On anticipe aussi une augmentation des tarifs payés par les usagers pour revenir à des niveaux plus proches de ceux d'avant Covid. Et pour les recettes fiscales, si je ne dis pas de bêtises, c'est essentiellement une évolution de la base. Et il y avait aussi. Et c'est ça, il y avait deux, c'est ça exactement. Donc il y avait une petite partie qui est due à l'évolution systémique de la base, et puis surtout, on a une agréable surprise sur les droits de mutation qui, depuis cette année et en discussion avec les percepteurs, devraient continuer les années à venir sur le nombre de transactions immobilières qui se font sur FUVO et, on va dire, dans la région. En termes de fiscalité, alors voilà, donc les taux d'imposition à FUVO, comme on en a discuté précédemment, n'augmentent pas cette année. Ils ont pas, voilà, on a décidé de ne pas les augmenter. La fiscalité, enfin, les revenus dus à la fiscalité sur FUVO ne sont dus qu'à l'évolution de la base. Voilà, qui est une évolution dynamique des fonciers bâtis. Voilà, alors une slide, pareil, hein, c'est comme les années précédentes, on voit que FUVO, qui au début des années 2000 était au-dessus, en n'augmentant pas au fil des années, commence à, voilà, et passe en dessous, ce qui donne potentiellement voilà, une piste, mais voilà, la décision n'est pas d'augmenter les impôts, mais plutôt d'essayer de travailler autant que possible sur la base, parce que par rapport à d'autres communes, les revenus fiscaux sur FUVO ne sont pas aussi sont moindres que dans les communes équivalentes. Et c'est pas forcément par rapport au taux, mais c'est plus par rapport à la base sur laquelle on a travaillé. On essaie d'y travailler, mais c'est pas forcément évident. Les services de l'État ne suivant pas forcément, n'ayant pas forcément les capacités pour nous aider sur ce sujet. Ou alors pas au niveau où on est. Ouais. C'est la question de la révision des bases cadastrales, c'est ça? Alors, la révision des bases cadastrales va se faire, je crois que c'est national dans les années à venir. En attendant, ce qu'on essaye de faire, on sait qu'il y a des choses, comme on se base aujourd'hui sur les bases cadastrales de 1970, on sait que beaucoup de classifications sont faites sur la base du déclaratif. On sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément à jour.
On en identifie quelques-uns, mais après c'est au service de l'État de les instruire, sauf qu'ils sont un petit peu, ils croulent un petit peu sous les dossiers et ils ne nous permettent pas de passer, il me semble, dans la nouvelle, une dizaine, quinzaine de dossiers par an. 30 dossiers par an. Voilà. Donc on essaie de leur présenter ces 30 dossiers, mais voilà, on sait qu'il y a de la marge de manœuvre là-dessus, mais il faut arriver à suivre. Pardon. Merci. Sur ce sujet, il me semble qu'il y a quelques années, je crois, on avait évoqué une étude conduite par un cabinet extérieur sur cette question de l'écart entre ce qui apparaît dans les bases et le réel. Oui. Où est-ce qu'on en est de cette étude? Est-ce que c'est sur la base de cette étude que vous transmettez chaque année des dossiers à réévaluer? C'est pas forcément sur la base de cette étude-là. Cette étude-là nous a montré ce qu'on savait déjà. Pour aller plus loin, donc on a rencontré le percepteur pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler suite à cette étude-là. Ils ne nous ont pas forcément recommandé de travailler avec le cabinet avec qui on avait fait l'étude, en disant que de toute façon, enfin, sans forcément le dire, il y aura un facteur limitant qui serait les services de l'État. Et après, ce n'était pas forcément rentable pour la commune de travailler avec, d'aller plus loin, on va dire. C'est qu'il n'y aurait pas un retour sur investissement suffisant. Et sachant que les projections qu'ils ont fait, c'était quand même... il y avait un petit peu de quantitatif, mais c'est surtout du qualitatif à confirmer sur FUO. Donc par rapport au coût et au retour sur investissement, c'était pas le plus intéressant. Et en discutant avec... c'est pas un choix qu'on a fait tout seul, c'est en discutant avec les services de l'État et avec les communes qui étaient passées par ces services-là. Oui, pardon. Dans une réflexion toute personnelle, effectivement, je pense que la réduction des effectifs dans un certain nombre de services publics, et notamment des services de l'État, les amène à prendre du retard. Parce qu'effectivement, réduire le nombre de fonctionnaires, c'est bien, mais ça a des conséquences qui ne sont pas neutres sur les fonctionnements des services de l'État, qui effectivement, sur ce champ-là, comme sur certains d'autres, prennent du retard. C'est ça. On est tout à fait d'accord. Donc, comme on disait précédemment, les dotations de l'État voilà, sont en diminution, une tendance qui ne s'améliore pas. On voit qu'entre 2013 et 2021, ça s'est réduit de plus de 50%. La capacité d'autofinancement de la commune, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on essaye au maximum de travailler lors de l'élaboration du budget. On revient sur, post-Covid, on revient sur des valeurs plus classiques, on va dire, voilà. Mais on voit qu'on est aussi au-dessus des communes équivalentes, ce qui nous permet de faire les investissements qu'on veut sur FUO. En termes d'investissement, donc pour 2022, voilà, donc qu'est-ce que je... Ouais, donc voilà, ça ce sont les subventions notifiées, pour revenir sur tout à l'heure, ce sont celles qui ont été notifiées, donc on peut inscrire au budget, on sait qu'on les aura, et après sur d'autres projets, on va faire la demande de subvention au cours de l'année 2022, donc c'est là où vous avez inscrit. Mais on voit que déjà, rien que sur celles qui sont prévues, on en a presque pour 1,7 million, 1,8 million de subventions prévues. Et ouais, on se monte la dette. En termes de dépenses d'équipement, notamment grâce à ces subventions, on est capable de faire pas mal d'investissements sur d'équipement, plus que d'autres communes de même strate. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'en termes de subventions, grâce au travail donc, des services et des élus, on a beaucoup de subventions, ce qui nous permet de faire plus de choses. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'intention d'arrêter évidemment. Pour les orientations 2022, alors en préambule, M. Sonnon m'a fait remarquer qu'effectivement nos chiffres à la fin ne s'additionnent pas. Nous sommes toujours en train de finaliser le budget qui sera présenté au mois de décembre.
Là, ce sont les grandes lignes de ce qu'on veut faire. Ça bougera à la marge, on va dire. L'idée pour cette année à venir, c'est de dépenser près de 300 000 € sur le patrimoine. C'est des travaux sur l'église, des travaux sur la chapelle Saint-Michel, sur la chapelle Saint-Jean, la sécurisation du château Bourrelly et des travaux sur le lavoir. 343 000 sur les équipements sportifs, c'est essentiellement des aménagements à l'extérieur du stade. Sur la préparation des travaux que l'on veut faire sur le pôle sportif des Planes. En acquisition foncière, 43 000 €. En termes de flotte de véhicules, il y a l'achat d'une deuxième balayeuse d'occasion et un véhicule léger pour la PM. En termes de services et de mairie, c'est du budget participatif pour reconduire le budget participatif que nous avons effectué cette année en 2021. Le changement des logiciels des panneaux d'entrée de ville pour des raisons, on va dire, techniques et puis pour les mettre un petit peu à jour, d'avoir une borne interactive pour les administrés en entrée de mairie, et aussi reconduire les investissements pour le conseil municipal des jeunes. En termes de bâtiments communaux, donc, le plus gros sont les travaux de la bâtisse Vitalis, des aménagements en mairie, notamment pour les accès PMR, la maison du Bel Âge, des travaux pour la DAP, des remises en état dans divers bâtiments communaux tels que la galerie, la bibliothèque, la maison pour tous. En termes d'autres opérations, donc là il y a continué notre opération de vidéoprotection, c'est remise à jour et amélioration de la vidéoprotection et les subventions sur les chemins privés et les façades. C'est la reconduction de ce qu'on faisait jusqu'à présent. En aménagement urbain, c'est divers voiries qu'il faut que l'on améliore. Le chemin Broussel, des trottoirs sur la RD 46 au niveau de la Rocaudo, des chemins communaux, puis après divers voies. Il y a des travaux que l'on continue sur l'éclairage public de mise en LED et en système d'éclairage plus écologique. Voilà, ça permet de réduire en plus en parallèle les coûts de fonctionnement. Pour école enfants jeunesse, donc il y a des travaux dans certaines écoles et un gros projet étant la végétalisation de la cour du 14 juillet et ensuite commencer les études pour l'école de la reconstruction de l'école de la Barque. Et enfin, 265 000 en environnement cadre de vie et agriculture. Ce sont essentiellement du travail sur des modes doux, de la végétalisation et des mobiliers urbains. Voilà. Et après, le total des dépenses d'équipement sera dans cet ordre de grandeur. Concernant la masse salariale, donc la masse salariale sur FUVO est de 6 200 000 €, 65% des dépenses réelles de fonctionnement, ce qui est plus élevé que dans d'autres communes. Il ne faut pas oublier qu'à FUVO, nous avons beaucoup de services en régie. Je pense notamment à l'école de musique et à tous les services jeunesse, voilà, qui, contrairement à d'autres, à FUVO sont faits en régie. Ce qui nous fait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, 19 agents pour le pôle administratif, voilà, avec des petits déplacements par rapport à 2021, des restructurations. Pôle enfant jeunesse, on est à 93 agents, comme je disais, donc c'est le pôle enfant jeunesse qui est en régie. Pôle technique, 22 agents, pôle culturel, 19 agents, et pôle sécurité police, 10 agents. Là, c'est la répartition du personnel en 2021, donc 7 agents en catégorie A, 29 en catégorie B et 127 en catégorie C.
les départs et retraites en disponibilité. Pour l'année 2021, il y a 2 agents d'entretien qui sont partis en retraite. Et en 2022, il y a 4 départs annoncés, en retraite ou en disponibilité, 4 départs annoncés, 2 ATSEM et 2 ASVP. Pour la dette, à part la renégociation des prêts de cette année, pas grand chose à changer, c'est toujours 15 emprunts non risqués, aucun emprunt toxique. On a un capital remboursement moyen de 648 000 € et des intérêts de l'ordre de 150 000 € par an. C'est là-dessus qu'on a travaillé suite à la renégociation. Pour se comparer aux communes de plus de 10 000 habitants, voilà, on est, je veux dire, au milieu, plutôt... Vers le haut. Tout ça, c'est que voilà, on pourrait faire mieux, mais je pense qu'on est pas mal. Compare par rapport aux communes voisines, pour rappel, on est à 70 €. Pareil, on est dans la norme, et par rapport aux communes de même strate, on est plutôt mieux par rapport à l'évolution de l'encours de la dette. Et forcément, par rapport à l'annuité de la dette aussi, on est dans les mêmes, on est légèrement mieux que nos voisins. Donc en comparaison par rapport aux communes, comme je disais, hein, il y a pire, mais il y a mieux aussi. Et voilà pour l'orientation budgétaire. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour ta présentation. Merci. Effectivement, merci pour cette présentation détaillée. Je pense qu'on aura quelques questions, on fera plusieurs voix. Quelques remarques générales, effectivement, vous l'avez souligné en introduction, on s'aperçoit qu'on est plutôt bien loti à FUVO sur un certain nombre d'indicateurs. Le revenu fiscal par habitant, par exemple, est supérieur à la moyenne, la part des foyers imposables est supérieure à la moyenne. On garde une capacité financière, un autofinancement tout à fait raisonnable, même si on a pu observer une diminution de la capacité d'un certain nombre de dotations. Pour autant, ça n'a pas pénalisé notre capacité à investir. C'est plutôt chouette. Pour autant, effectivement, on s'interroge sur la nature de ces investissements. On a une capacité d'investissement qui reste soutenue, effectivement, comme je disais, avec un endettement qui est faible. Alors on pourra rediscuter effectivement de la notion d'endettement, mais pour autant on ne voit pas bien où on va en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entretien de bâtiments, on va faire de la rénovation à la galerie, on va faire de la rénovation à la bibliothèque, etc. Et on ne voit pas sortir de nouveaux projets, à part la Maison du Bellage, effectivement, l'année prochaine. On a le site Vitalis également, mais on voit peu d'équipements. Et là-bas. Et là-bas, pour l'instant, on est sur des études, hein, donc pas encore sur les travaux. Mais par rapport, quand on avait estimé le moment de la campagne, je pense qu'on avait échangé sur un précédent conseil, on était à peu près d'accord, je crois, sur les montants que la commune pouvait investir sur la durée de la mandature, hein, entre 30 et 35 millions d'euros. On s'aperçoit là, sur le deuxième exercice de la mandature, on sera à un niveau inférieur à 5 millions en prévision. Pour le BP, oui. Pour le BP, attention, mais on on verra. fonctionne en BP, on ne fonctionne pas, effectivement, toutes les communes ne font pas pareil, mais attention. J'entends bien, mais on a vu par exemple cette année, on a des investissements qui ont été diminués par rapport à ce qu'ils étaient prévus. Ils sont pas diminués, ils sont reportés. Ils sont reportés, mais à force de reporter, les montants payés sont reportés sur, ils sont faits, mais on les payera en 2022. Après, il y a des règles à respecter en matière budgétaire. J'entends bien. Pour rebondir sur ce point-là. Allez-y. Pour aller dans le sens de Christophe et vous permettre de préciser justement cet élément.
Vous nous avez présenté votre plan pluriannuel d'investissement. Oui. C'était félicité qu'il y en ait un déjà. On s'était en majorité réjoui du contenu et partagé avec vous notre satisfaction sur justement ces grands projets dont parle Christophe. Pour l'année 2022, ce plan pluriannuel d'investissement prévoyait autour de 6,7 millions de dépenses. Donc là, ce qu'on voit pour l'instant, et en effet c'est un budget préliminaire, mais c'est ce qu'on voit pour l'instant, c'est une baisse de 30%. C'est une baisse de 30% par rapport à ce plan. Comment c'est possible une baisse de 30% alors que vous parlez de 6,7 millions et on est à 4,6 millions là, 4,7 millions au BP. Au BP. Après, derrière, on réinvestit au BS. Après, on a toujours eu cette façon de fonctionner à Fugo. On a toujours été prudent et on vous annoncera jamais des choses qu'on ne peut pas faire sur le premier semestre. On annonce des choses qu'on peut faire sur le semestre et pas sur toute l'année. On le fait de semestre en semestre. D'où l'intérêt du BP et du BS. Et du BPI. Et du BPI. On n'est pas sur le BP, on est sur les orientations budgétaires de l'année. Ouais, mais nous on parle de ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on parle des subventions qu'on connaît, qui nous ont été notifiées, et ensuite au PS on vous parlera du montant qu'on a de disponible avec les subventions qu'on aura été notifiées. Et tout le travail a été fait en gardant en tête le BPI et voir comment on pouvait organiser le BP, et ensuite on a déjà commencé à réfléchir au PS, mais c'est plus un état de brouillon afin de pouvoir honorer ce que nous avons présenté dans le BPI. Ok, donc vous pouvez nous rassurer sur le fait que vous confirmez en fait l'ambition du BPI. Totalement. Tout à fait. Il n'y a pas de problème d'exécution dans les projets, dans leur avancement, tout ça. C'est juste une question de planification. Exactement. Et c'est ça, une des preuves, de toute façon, parce que c'était qu'une question de budget, on a l'emprunt qu'on n'a pas utilisé. Si c'était qu'une question de budget, on aurait pu utiliser l'emprunt de l'an passé, de réaliser l'année prochaine. C'est exactement la réflexion que je me faisais. On voit qu'on a la capacité d'investir. Tout à fait. Bien sûr. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit limité par d'autres facteurs. Mais on l'est pas, mais il vaut mieux éviter de payer des intérêts sur quelque chose qu'on ne va pas payer, dont on n'a pas besoin tout de suite. Les enfants, on les passe au dernier moment, de toute façon. On a eu des recettes supplémentaires, donc on n'allait pas. Et on a eu cette opération de la voirie qui a été décalée pour début 2022. Donc on n'avait pas besoin d'emprunter, on s'en réjouit pour le moment, mais vous inquiétez pas, on aura de quoi emprunter pour les années suivantes compte tenu des investissements qu'il y a à faire. C'est-à-dire que dans ce budget primitif, on pourrait aussi augmenter, on a 1 million d'emprunts prévus, on pourrait monter à 1,5 million, voire 2 millions, puisqu'on n'a pas fait le... Mais c'est prévu pour le BS. Bien sûr, s'il y a besoin, on le fera sans aucun problème, on a la capacité de le faire. Si on a le besoin, on le fera sans aucun problème. Pardon. Alors attendez, il faut que je coupe les autres pour vous... Ok, c'est bon. Oui, je reviens effectivement sur la remarque de ma collègue Dominique. Effectivement, moi, je regrette que ça n'apparaisse pas dans ce document, puisqu'on n'est pas là sur le vote du budget. Donc le budget primitif, les budgets supplémentaires, effectivement, ça c'est la mécanique budgétaire et financière qui est incontournable de toute façon et qui va cadencer dans le temps un certain nombre d'opérations. Pour autant, là, on est sur une discussion sur les orientations, sur l'année 2022. Et donc, tout ce que vous envisagez en termes d'investissement, en termes de travaux, en termes d'actions, et voire même au-delà des investissements, d'ailleurs, devrait apparaître dans ce débat d'orientation budgétaire pour que ce soit... là, on n'est pas sur la présentation du budget primitif, on est sur la présentation des orientations budgétaires. Donc, c'est peut-être une incompréhension entre vous et nous, mais pour autant, voilà, c'est dommage parce que... Voilà. Oui, par ailleurs, un autre sujet, ce qui nous serait utile et ce qui nous manque ici pour bien comprendre quelles sont les priorités, ce serait des éléments sur
contrôle de gestion et notamment le coût d'un certain nombre de services. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, mais la commune délivre un certain nombre de services sur lesquels elle engage des dépenses et sur lesquels elle encaisse des recettes et des subventions. Je pense à la restauration scolaire par exemple, l'école de musique, la LSH, etc., les crèches. Il serait intéressant d'avoir un aperçu de ces comptes en fait, sur ces grands services et de savoir effectivement quelle est la part de fonctionnement de ces services financés par l'impôt, et pour la comparer à celle qui est financée effectivement par le coût, par leur redevance elle-même. Et ainsi savoir finalement tout le budget de fonctionnement, à quel service il est destiné en priorité. Et partant de là, ça pourrait nous aider à mieux comprendre quelles sont vos priorités en termes de services, quels sont les publics que vous souhaitez prioriser. Est-ce que vous allez axer par exemple, est-ce que vous souhaitez l'année prochaine faire des efforts sur la petite enfance, sur les seniors, sur la culture, etc. Et à partir de ces éléments de contrôle de gestion, enfin, vous pourrez y voir un petit peu plus clair dans vos priorités et dans vos orientations. Tandis que là, on voit effectivement un certain nombre d'éléments apparaître, mais sans que ce soit très... Enfin, ça ne nous paraît pas très clair en termes de lisibilité et de priorité. Donc ça l'est certainement dans votre esprit, hein, parce que je conçois que la construction d'un tel budget et sur des montants aussi importants, c'est quelque chose de difficile, mais c'est dans la manière dont on peut le rendre plus accessible, pas seulement aux élus, mais aussi aux fuvelins et aux fuvelaines, et notamment aux contribuables. Je pense qu'on pourrait gagner en lisibilité et en compréhension de ce budget. Alors, je vais voir ce que je peux faire pour le BP, ce que je peux présenter. Ce que je peux dire, c'est que pour préparer donc, le BP 2021 et ce rapport d'orientation budgétaire, j'ai rencontré tous les services, donc je parle pas, et les élus, mais surtout les services, qui m'ont tous, c'est comme ça que moi je suis beau avant même que j'arrive de toute façon, qui ont tous exprimé, donné un rapport sur l'année écoulée et exprimé leurs besoins sur l'année à venir. Tout le monde est très conscient des dépenses de fonctionnement, du fait que les dépenses les recettes de fonctionnement, notamment à cause des pas des subventions, mais de ce que nous donne l'État, ça diminue, que les recettes, les dépenses de fonctionnement ne font qu'augmenter parce que la société le veut, on est de plus en plus dans de l'abonnement de partout, le coût de la vie augmente, et tous les services ont joué le jeu, ils ne demandent pas trop, ils sont conscients qu'on travaille tous ensemble, et ça a été une discussion. Donc je pense qu'il n'y a aucun service qui soit frustré, entre guillemets, autant des dépenses que des recettes. Et après, je verrai ce que je peux présenter pour essayer de répondre à vos questions. Mais en tout cas, là où moi je suis très content, c'est que j'ai rencontré tout le monde a pu s'exprimer et tout le monde est parti satisfait. Alors, je ne dis pas content parce que tout le monde forcément veut plus pour lui, mais globalement, on a fait quelque chose, je pense, d'équitable pour tous les services. Et pour info, dans tous les comités techniques de FUGO, dont vous faites souvent partie, donc je pense au comité technique de la restauration scolaire, au comité technique enfance-jeunesse, etc., tous les comptes de gestion vous sont présentés. Et ça fait l'objet d'un comité technique spécifique. Non, on ne fait pas partie. Autre sujet sur les ressources humaines, effectivement, donc on voit, je salue le recrutement d'un ingénieur sur le secteur urbanisme et contentieux parce que c'est un secteur extrêmement pointu et qui requiert une compétence importante pour éviter notamment les contentieux, pour mieux les régler, et puis aussi pour l'instruction des dossiers. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors effectivement, j'entends aussi la volonté d'être hyper serré. Enfin, j'ai juste quelques questionnements par rapport au fait de ne pas remplacer les personnels absents, etc. Je me dis jusqu'où est-ce qu'on peut presser le personnel municipal alors qu'on attend beaucoup de lui pour délivrer un certain nombre de services. Enfin, je pense que c'est un point d'attention. Je pense que vous êtes attentif à ce sujet-là. J'aimerais bien que vous juste me préciser le mot pressé
Quand vous dites on presse le personnel municipal. J'ai pas dit que vous pressiez le personnel municipal, mais je m'interroge sur savoir jusqu'où est-ce qu'on peut effectivement presser. Donc on le presse. Mais quel service exactement? Sans doute pas encore. Quel service exactement? Mais ça pourrait, il pourrait potentiellement y avoir des risques à restreindre les dépenses de personnel sur un certain nombre de services. Si en même temps on doit développer un certain nombre de projets, puisque vous avez des projets importants qui nécessitent de l'instruction. Enfin, on revient par exemple sur le dossier de subvention, ça requiert un travail important pour instruire des dossiers. Je pense qu'au quotidien, le personnel municipal est plutôt très impliqué. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir nous aussi, utilisateurs d'un certain nombre de services. Voilà. Après, quand on demande davantage du personnel, il y a toujours une limite en dessous de laquelle il est difficile d'aller. Donc ça, c'est à vous d'apprécier effectivement là où vous vous situez par rapport à cette limite. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement automatique des départs et soit disponibilité, soit départ en retraite. Mais à chaque départ, on voit si on doit remplacer ou pas, et on constamment, voilà, je discute avec Florence et Béatrice, on voit comment on peut optimiser le travail des agents à tous les niveaux. Notamment, je prends l'exemple autant des RH que de la finance. Il existe des outils informatiques qui simplifient leur vie et qui du coup leur permettent de se réorganiser et d'optimiser le temps de tout le monde. C'est une façon de faire des économies sans aller au détriment de la vie professionnelle de ces agents-là. C'est juste après, il y a aussi des métiers spécifiques. Vous parliez de non-remplacement en cas d'absence ou de maladie. Et on ne remplace pas forcément sur des petites périodes, tout simplement parce que ce sont des métiers spécifiques. Vous parliez de nos agents qui étaient très impliqués et on vous le confirme, on a la chance d'avoir des agents à la fois très professionnels et très impliqués à la mairie de Fuveau. Et justement, ils sont très professionnels et les remplacer au pied levé, c'est souvent pas possible parce qu'on n'a pas la ressource pour les remplacer. Voilà la raison pour laquelle parfois les personnels ne sont pas remplacés. Merci. Dernier commentaire concernant effectivement les orientations. Alors on a un certain nombre d'investissements et de présentation d'un certain nombre d'investissements prévus. Il nous manque un certain nombre d'éléments par contre sur les orientations, sur plusieurs domaines qui n'apparaissent pas du tout, qui ne sont pas cités dans le document. Je pense notamment au secteur de la politique sociale, donc les orientations pour 2022. On n'a pas vu l'analyse des besoins sociaux, on ne la voit pas apparaître. Elle arrive janvier 2022, il commence. Parfait. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, on ne voit pas d'orientation en termes de politique sociale, alors qu'on sait qu'un certain nombre de Fuvelins, même si le revenu moyen des Fuvelins est supérieur à la moyenne, et on a quand même un nombre important de personnes en situation de précarité, de difficulté, et on ne voit pas bien comment est-ce qu'on pourra les aider davantage l'année prochaine par rapport à cette année. Parce qu'en matière de politique sociale, pardonnez-moi de vous couper, je vous rappelle simplement que dans le rapport d'orientation budgétaire, et vous l'avez, au niveau de l'aménagement des locaux, pour les associations qui s'occupent notamment des Restos du Cœur et le Secours Populaire, qui auront des locaux beaucoup plus grands, beaucoup plus spacieux, et qui auront en plus un parking juste devant. Donc je pense très sincèrement que ça fait partie de notre politique sociale pour accueillir de manière plutôt très agréable et en tout cas de manière digne les personnes qui ont besoin d'aide. Et on le fait très volontiers. Un autre domaine sur lequel on ne voit pas de projet, c'est sur le champ de l'économie, du commerce et du tourisme. C'est pas cité dans le document, donc on ne sait pas quelles sont les orientations et les actions que vous souhaitez lancer sur ces domaines. Le soutien à la vie associative,
Et donc on voit un certain nombre d'investissements sur l'amélioration de l'équipement en matière sportive, mais quelle aide apporter aux associations, et dont certaines qui ont souffert effectivement des problématiques d'arrêt d'activité en lien avec le Covid. Et puis la culture, le projet de pôle culturel. Alors, sur le pôle culturel, dans le PPI, c'est un peu plus tard que ça vient. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas... Enfin, on ne va pas faire énormément d'investissements sur le pôle culturel existant, sachant que derrière, on a ce projet de pôle culturel qu'on va refaire. Voilà. Il y a l'AMO qui est prévu pour 2022. Il y avait 700 000 € sur 2022. C'est ça, c'est l'AMO. Enfin, et le début des études. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Oui. Par rapport aux recettes de fonctionnement, on a vu la nécessité à la fois peut-être d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir augmenter nos recettes. On va voir aussi un peu plus loin une délibération autour de l'embellissement du village. Alors, il y a un outil qui, à mon avis, répond à ces deux contraintes, et je voulais savoir si vous l'aviez étudié, si c'était une possibilité sur Fugo, c'est la taxe d'habitation sur les logements vacants. Le recensement de 2016 par l'INSEE indique 216 logements vacants sur Fugo, ce qui est quand même assez important. Elle existe, hein, monsieur. Elle existe sur Fugo, c'est l'État qui le reçoit. Il y a des croisements qui se forment, ils ne sont pas bons. Sur les fichiers, ils ne sont pas bons. C'est l'État qui la reçoit, la taxe d'habitation sur les logements vacants. D'accord. Je ne me souviens pas d'avoir vu de vote de taux particulier. C'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires que nous pouvons voter, que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait, pardon. Mais pas sur les logements vacants. Les logements vacants, c'est l'État qui les perçoit directement. A priori, c'est aux alentours des 12% hein, sur Fugo. D'autres questions, d'autres remarques? Alors on passe au vote. Ah, monsieur Vincent Bussel. Oui, désolé, une dernière question sur un des projets qui est cité dans le document sur la politique environnementale, sur l'étude de faisabilité de la ZAP, la zone des écoles protégées. En quoi consiste une ZAP, mais qu'est-ce qui va être fait dans le cadre de cette étude de faisabilité? Ça correspond à quoi précisément? C'est en fait une rencontre avec les élus qui sont en charge de l'agriculture, donc Guillaume Cordébat, Anne-Philippe Petit, qui vont mettre, notamment qui vont rencontrer la Chambre d'agriculture et après nommer un expert sur le sujet. Pour l'instant, en 2022, il n'y a pas d'investissement encore, c'est juste... Non, c'est pour déterminer notamment le périmètre, etc. Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. D'accord. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe donc à la 3.6, qui est la demande de subvention auprès du département pour le dispositif des petits travaux de proximité. Oui, pardon. Une question de compréhension par rapport à ce vote. Oui. Qu'est-ce qu'on vote réellement par rapport à ce vote? Le fait que vous ayez fait un débat. Voilà, le fait qu'on ait fait un débat en fait. Avant, ça se votait pas. C'était un débat d'orientation budgétaire. Maintenant, ils ont changé en robe et vous actez qu'on a eu ce débat. Voilà. Et là, on peut revoir notre vote, parce que effectivement, on a compris le sens de ce vote. Oui, non mais on reconnaît que c'est pas si pas très clair. Vous ne demandez pas si on est d'accord avec ces orientations, vous demandez si... Non, on vous demande de prendre acte de la tenue du débat des orientations budgétaires 2022 et de l'existence du rapport annexé à la présente délibération sur la base duquel s'est tenu ce débat.
Est-ce que vous souhaitez revoter? Oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Ben donc c'est le même. Vous avez voté contre. Ah, vous aviez voté contre, pardon? Je croyais que vous aviez tous voté pour parce que là, on avait débattu. Allez, on passe aux demandes de subvention auprès du département. Pardon. Donc, subvention, encore. Le conseil départemental a décidé de reconduire en 2022 l'aide aux travaux de proximité dans le cadre de ces dispositifs d'aide aux communes. Donc, le taux de subvention sur ce dispositif est de 70% sur le coût hors taxe des travaux plafonnés à 85 000 € hors taxe par projet, étant précisé que la part communale ne saurait être inférieure à 30% du projet hors taxe, montant hors taxe du projet. Pardon. Donc il y a quatre projets que nous vous présentons. C'est l'aménagement des bâtiments modulaires pour les associations caritatives, comme on a discuté tout à l'heure, donc pour un montant de près de 82 000 € hors taxe, qui fait une subvention de l'ordre de 57 394 € et 12 centimes. La réfection et mise aux normes de la salle de la galerie, donc le montant 62 450 € et une subvention escomptée de 43 715 €. Les rénovations de blocs sanitaires dans les écoles Ouvière et 14 juillet pour 100 000 €, donc 59 500 € de subvention. Et des aménagements sur le stade Paul Prieur, sur le banc de touche, des grillages, des gouttières et un agencement autour de la buvette. Pareil, 100 000 € en montant hors taxe et une subvention escomptée de 59 500 €. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de déposer au titre du dispositif d'aide aux petits travaux de proximité sur l'exercice 2022 les dossiers cités ci-dessus auprès des services du Conseil départemental du Bouches-du-Rhône et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça clignote. Ah, pardon, excusez-moi Martine. J'essaie de comprendre comment ça marche. Alors, moi j'avais juste une question sur les bâtiments modulaires là, pour les associations caritatives. Je voulais savoir combien d'associations ont été concernées. Et puis je voulais savoir si ces bâtiments, enfin ces modules, vont rester au même endroit parce que il y a des échos qui se font qu'apparemment ça gênerait les manèges. Voilà. Donc c'est pour que les choses soient claires. C'était vrai les rumeurs. Ah, c'était vrai. Donc du coup, on a acté de démolir, tu sais, les anciens toilettes en fait qui n'étaient plus du tout utilisées, puisqu'ils étaient amiantés. Donc en fait on les détruit, ce qui nous permet de les pousser vraiment encore un petit peu plus, et pour le coup que ce soit totalement définitif et de ne pas avoir à les bouger, parce qu'une fois qu'en plus ils seront quand même, ils seront pas bruts comme ça. Ils vont être pas décorés, habillés. Et il y a des toilettes, il y a de l'eau, il y a tout ça. Oui, tout à fait, il y a tous les réseaux. Tous les réseaux, il y a même de la lumière. Les chauffages. Et les chauffages. Les frigos, les chauffages, tout ce qu'il faut. Un petit nain de devant. Ok, merci beaucoup. De rien. Pardon. Allez-y. Oui, bonsoir. En fait, on avait parlé sur un autre conseil municipal. On avait posé une question en fait sur la réflexion et la mise aux normes de la salle de la galerie par rapport en fait aux assurances. Vu qu'il y avait les travaux, que la salle a été donc on nous avait pas répondu sur la question, me semble-t-il. Donc du coup, voilà, je voulais savoir si du coup les assurances ne prennent pas en charge une partie des travaux. On a déclaré les experts Modinon. Ouais, on a déclaré, mais a priori l'expert Modinon, parce qu'au final, c'était les travaux de la crèche au-dessus en fait qui ont mis à mal l'étanchéité. Alors on a eu aussi des dégradations en fait par des tiers que l'on n'a jamais pu identifier, donc oui, c'est ça, on ne peut pas aller.
Donc voilà. Donc au final, on a peu d'espoir, mais vraiment très peu, d'être indemnisé. Donc les travaux vont être engagés, mais on ne pense pas être indemnisé à la hauteur que l'on aurait voulu. D'accord. En fait, ceux qui font les travaux, ils n'ont pas d'assurance ou Ah non, mais c'est pas à cause de ceux qui ont fait les travaux, puisque c'était pas du tout à l'endroit où ils faisaient les travaux. C'était au niveau de la terrasse et les travaux n'avaient pas lieu là. L'infiltration. Non, ça. C'est les problèmes des conceptions du début, parce que cette galerie, elle a été construite, aide-moi Daniel pour les termes techniques. Depuis les années 90, ouais, et sur du remblai, voilà. Pardon. Donc ça n'a pas été fait de manière comme aujourd'hui, hein, c'est pas du tout de critique par rapport à la municipalité en place à l'époque. Simplement, c'est vrai qu'avant on avait moins d'état d'âme sur les constructions et résultats des courses. Voilà, après, quand on rénove et qu'on veut entretenir nos bâtiments, parfois on a des surprises et ça a été le cas. Voilà. Ça ne va pas recommencer Non, on a fait des micro-pieux. Là, on a fait des micro-pieux en fait. Pour tout stabiliser et pour que justement ça ne bouge pas. De rien. Une question complémentaire sur justement ces travaux à la galerie et son planning de réouverture. Est-ce que vous avez cette visibilité? Le planning de réouverture est prévu le 1er février. 2022. On retournera là-bas du coup après ou on reste là? Ah ben non, on reste là. Non, la salle du conseil, on reste là. Non, on était à la salle de la galerie à cause du Covid, mais là, sauf disposition contraire à cause du nouveau variant, on restera ici. Et à propos du Covid, en fait, du coup, ça m'était passé, mais ça me revient. En fait, on ne nous a pas demandé, en fait, quand on se réunit, le pass sanitaire. Non. Et quand on a eu la dernière fois les nouveaux habitants, les nouveaux arrivés, on nous a demandé le pass sanitaire. Ça. En fait, les dispositions et les obligations préfectorales et même étatiques, hein, puisque c'est l'État qui les a posées, c'est que pour les assemblées délibérantes, dont nous faisons partie, on n'a pas besoin de pass sanitaire. Voilà. En fait, il se base sur le fait qu'on garde des masques en permanence, qui n'est pas du tout représentatif à l'instant où je vous parle. Mais par contre, voilà, à aucun moment, par exemple, au nouveau Fugolin, vous pouviez boire quelque chose, vous manger quelque chose, et donc vous enlevez le masque et parler et échanger. Voilà. C'est pour ça que le Noël des enfants. Ouais. Et en plus, étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui ont annulé parce qu'il y avait le pass sanitaire obligatoire, il y avait vraiment trop peu d'enfants pour une dépense aussi importante, donc l'amicale a souhaité le reporter, par contre faire de plus gros cadeaux aux enfants du coup, en compensation. Ça marche, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, il y a la demande de subvention celle du département pour le réaménagement et la végétalisation de la cour de l'école du 14 juillet. C'est un dispositif d'aide de la Provence verte. Donc, autre subvention, c'est le conseil départemental a adopté un dispositif visant à accompagner les communes dans tous les projets contribuant à la réduction des températures en zone urbaine, telles que la rénovation des cours d'école, avec désimperméabilisation des sols, végétalisation, création d'oasis de fraîcheur en centre-ville. La cour de l'école du 14 juillet devant faire l'objet d'une rénovation, la commune a missionné un AMO afin de faire étudier une rénovation qui satisfasse à la fois aux besoins exprimés par l'équipe enseignante, qui tiennent compte des contraintes techniques fortes sur ce site et qui répondent à l'objectif de végétaliser et de lutter contre les îlots de chaleur. Une première esquisse évalue ce projet à 200 000 € hors taxe. Le taux de subvention sur ce dispositif peut aller jusqu'à 70% sur le coût hors taxe, des travaux plafonnés à 300 000 € hors taxe par an, étant précisé que la part communale ne saurait être inférieure à 30% du montant hors taxe du projet.
Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter au titre du dispositif d'aide à la Provence verte une subvention sur cette opération auprès des services du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est un sujet important, mais donc j'aimerais savoir si vous avez d'autres projets du même ordre, soit dans les autres écoles, soit même en centre-ville, puisque certains lieux sont difficilement supportables. Moi, je passe souvent à travers les tennis l'été et il y a vraiment le goudron qui sent pas bon. Je pense que sur la crèche des Moussaillons, c'est la même chose, il n'y a pas du tout de végétalisation. Donc est-ce que vous souhaitez avoir une action un peu globale sur ce sujet? Alors déjà sur l'école de la Barque, comme elle va être reconstruite, c'est évidemment prévu. Et ensuite, dans les autres écoles, bien sûr qu'on continuera à aller vers ces dispositifs-là. C'est la prochaine délibération de mémoire que l'on va voter, pour lesquelles vous avez une disposition d'arbres en ville, une proposition de délibération pour les arbres en ville, sur lesquels Claire Farrer a fait un travail considérable et dont elle va vous parler juste après. Johan, tu veux ajouter quelque chose? Je demande la parole. Merci. Juste une petite précision sur effectivement ce que l'on peut développer dans les écoles pour le futur. C'est qu'il s'agit d'un projet bien sûr politique, mais il ne faut pas oublier que les écoles fonctionnent avec du personnel éducation nationale. Et que si en face, il n'y a pas une demande, en tout cas une adhésion au projet, c'est voué à l'échec. Donc pour l'instant, il y avait une demande, il y avait un besoin, et en plus il y avait une adhésion de l'équipe enseignante du 14 juillet. Donc c'est très bien que nous ayons pu le faire et que nous enclenchons cela. Pour la Barque, ça fera partie aussi du projet de reconstruction, de travailler autour de ça, ça fera partie intégrante. Après, de là à dire que ça va s'enchaîner de suite sur toutes les écoles dans la foulée, on n'en a pas encore la maîtrise de ça. Ce sera un sujet de discussion, d'échange, de besoin. Voilà. Je vais juste mettre un petit bémol sur le délai de réalisation. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et la prochaine, c'est donc l'engagement de la commune de Fuveau dans le dispositif Arbres en Ville lancé par la région Sud-PACA. On t'écoute, Claire. Alors, l'appel à projet lancé dans le cadre du plan climat, une COP d'avance, donc par la région, dont le but est de développer la nature en ville pour augmenter la résilience des espaces urbains face au changement climatique. Donc l'arbre est utilisé est considéré comme climatiseur urbain. Réintroduire la nature en ville aussi permet de soutenir la biodiversité, d'améliorer la qualité des paysages, de lutter contre les inondations, etc. Donc, beaucoup d'avantages à réintroduire la nature en ville. Donc la région Sud-PACA, par ce dispositif Arbres en Ville, entend accompagner les projets portés par des communes où l'aide pourra s'élever à hauteur maximum de 80% des dépenses exigibles, donc les frais d'achat et de plantation d'arbres. La subvention est sur la base d'un forfait par arbre planté. Donc les arbres de première grandeur ont un forfait de 200 €. Les arbres de seconde grandeur, de moyenne grandeur, 150 € et les arbres fruitiers, 30 € par sujet. Pour être éligible, notre projet doit concerner des zones situées dans le tissu urbain ou dans sa périphérie immédiate. On doit varier les espèces végétales afin de renforcer la biodiversité du territoire
Les essences plantées devront être locales, adaptées au climat méditerranéen et nécessiter peu d'arrosage. Les sites choisis doivent être au moins partiellement ouverts au public. Du coup, comme on avait comme projet de planter des arbres pour les naissances, on a choisi, grâce à ce financement régional, de faire un projet plus élaboré en termes de biodiversité. Donc, au lieu de planter simplement un arbre pour chaque naissance, il va y avoir un projet plus élaboré avec la plantation de 3 strates, des grands arbres, des arbustes hauts et des buissons en bas. Les buissons en bas ne faisant pas partie du programme Arbre en ville. Donc au départ, j'avais repéré 25 secteurs et 47 zones. Parmi donc, ces 25 secteurs, j'en ai retenu 6. Et donc 14 zones ont été retenues et vont faire l'objet de plantations qui ont été présentées dans l'annexe 5. Le coût estimé de cette opération s'élève à 52 500 € hors taxe. Sur ce montant, la commune donc sollicite la participation la plus élevée possible de la région sud. Voilà. Par rapport au projet Une naissance, un arbre, on a à ce jour 146 naissances depuis le 28 juin 2020. Et donc, le projet de plantation, on sera à 174 arbres plantés, donc on aura un petit peu d'avance sur les naissances de 2020 et 2027. Voilà. Pas moi. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'acter l'engagement de la commune dans le dispositif Arbre en ville lancé par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, de solliciter auprès de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur des subventions d'investissement éligibles dans le cadre de cet appel à projet et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Merci Claire. On est très favorable à tout ce qui permettra de ramener la nature en ville. Et tant mieux s'il y a des subventions de la région qui permettent de le faire à moindre coût. On a regardé le programme en détail, on a regardé la liste en fait des essences qui sont recommandées par la région, et puis on a pris contact avec la région pour avoir un peu plus d'infos. Alors je ne sais pas s'il y a déjà eu des contacts qui ont été établis avec la région, mais en l'état actuel, avec la liste qui est là, il y a des arbres qui ne sont pas éligibles et qui ne seront pas pris en compte par la subvention. Il y a des espèces envahissantes, eucalyptus, le robinier, l'acacia. Il y a les cyprès florentins qui sont considérés par la région comme étant allergènes et qui ne sont pas pris en compte par le dispositif. Et puis il y a également des arbustes, les lauriétins et les cotinus qui sont considérés comme des arbustes et qui ne sont pas pris en compte dans le dispositif. Donc le point, c'est qu'en l'état actuel, probablement que le remboursement sera pas, ou la subvention ne sera pas celle qui est escomptée dans le fichier. Donc je ne sais pas s'il y a eu des contacts avec la région de votre côté, de ton côté Claire, mais peut-être qu'il faut revoir avec eux avant de faire la demande de subvention pour éviter d'avoir des refus ou des mauvaises surprises. J'avais eu un contact et la personne que j'avais eue n'était pas capable de me dire si le tableau des essences qu'ils ont fournies, était exhaustif, ou si hors tableau, il y avait quand même des essences qui n'étaient pas dans ces tableaux-là. Donc le tableau, c'est une liste recommandée, donc on peut prendre une liste recommandée, voilà, mais je demandais si on pouvait prendre en dehors, et elle m'a dit, je ne sais pas, je pense que oui, mais elle est... A priori, on peut prendre en dehors du tableau, mais il y a quand même des limitations sur certaines des espèces. Donc je parle sous le contrôle de Dominique, mais on peut te mettre en contact avec des gens à la région, si tu veux, sur ce programme, pour gagner du temps et éviter que la première demande de subvention
ne soit pas totalement accepté ou partiellement refusé. Je sais pas. Voilà, si tu es intéressé, si vous êtes intéressé. Très bien. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. D'accord, merci, oui, Madame Klaus-Sinov. Alors, concernant les ressources humaines, on va actualiser le tableau des emplois de la commune de Chuvaux. Pour permettre l'avancement de grade de certains agents, il convient d'ajuster les postes au tableau des effectifs en procédant à la création et à la suppression de postes. Donc vous avez le tableau en annexe. Il y a, pour info, un poste qui est créé, donc c'est le poste d'ingénieur en urbanisme, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en catégorie A. Et je suis là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Non. Pas de question. Qui? Ah. Désolée. Oui, sur la compréhension du tableau, effectivement, donc, si je prends le total, effectif budgétaire 154, façon de suppression donc nette, hein, alors moins 14, c'est ça, et on arrive à effectif pourvu 140. C'est bien ça? Ça n'a rien à voir. Mais je ne crois pas qu'on les additionne comme ça. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Alors, oui, donc, je fais bien de poser la question, c'est que je n'ai pas bien compris le tableau. Non, non. Si on prend par exemple sur le secteur administratif, aujourd'hui, on voit 17 postes en effectif budgétaire, il y a un poste supprimé, attaché. Oui. C'est bien ça? Oui. Un poste d'adjoint administratif supprimé, donc on est à moins 2, effectif pourvu 15. On est d'accord? Oui. Okay. Alors, par contre, sur le secteur technique, oui. Si on prend les adjoints techniques, dont un CDD, catégorie C, effectif budgétaire, je vois 27, effectif pourvu 16. Oui, mais il peut y avoir des postes créés au tableau des effectifs et non pourvus. Et non pourvus. Okay. Ouais, voilà, c'est pas forcément... voilà. Par contre, vous ne pouvez pas avoir l'inverse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, bien entendu, par exemple, l'ingénieur, il n'aurait pas pu arriver à partir du moment où le poste n'était pas créé au tableau des effectifs. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est tout à fait possible. Okay, hein, voilà. C'est une liste restonnante, quoi. Justement, c'est bien de les voter tous les ans pour qu'ils soient au plus proches. D'autres questions? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La deuxième délibération concernant les ressources humaines, elle est relative au remboursement forfaitaire des frais d'hébergement engagés par M. Frédéric Saint-Jean dans le cadre de sa formation obligatoire en qualité de policier municipal. En fait, on avait pas ce cas-là dans nos délibérations et effectivement, on n'avait pas de remboursement prévu pour les frais d'hébergement. Donc, il y a les frais kilométriques, etc., mais il n'y avait pas les frais d'hébergement. Donc, voilà, on demande à l'Assemblée délibérante de bien vouloir nous autoriser à rembourser M. Saint-Jean. Juste une question. Oui. Pour comprendre, pourquoi ça ne fait pas partie des décisions que prend le maire et ça? Pourquoi c'est voté en ce qui ça concerne le fonctionnement? Ah, pardon. C'est par souci de transparence. Non, je me posais la question de savoir pourquoi c'était pas dans les décisions du maire, ça, plutôt que d'être voté, parce que bon, ça fait partie de la cuisine et de la gestion des ressources humaines, quoi. C'est une question que je pose. Voilà. Oui, on aurait pu. Non, mais par souci de transparence, on vous le fait connaître. Je pense que de toute façon, en comité technique, on va l'acter pour que ce soit fait de manière non, je croyais qu'il y avait une raison régulière. Spéciale, non, ça soit parce que ça n'existait pas. Pas spécialement, mais comme ça n'existait pas, il était important qu'on le porte à votre connaissance que ça n'existait pas et qu'on le fait de manière exceptionnelle, mais on va le porter en comité technique, je pense. Okay. Merci. De rien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup.
La prochaine délibération, c'est Johan Michelozzi pour le week-end et séjour ski 2020 pour les ados. Merci. Donc, il s'agit d'une délibération particulière dans la mesure où on va vous demander de voter quelque chose que l'on n'est absolument pas certain, vu ce qui se passe ces derniers jours, de pouvoir mettre en œuvre. Les séjours ski, vous y êtes habitués, on en a organisé déjà plusieurs par le passé, que ce soit le week-end ou les séjours de 5 jours. Donc, comme chaque fois c'est soumis au vote. La difficulté que l'on rencontre, c'est que depuis aujourd'hui, pour pouvoir pratiquer les activités, il faut avoir un pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est soit une vaccination, soit un test antigénique ou un test PCR. Et que la durée du test n'est valable que de 24 heures. Donc notre difficulté, c'est comment fait-on lorsqu'on fait un séjour de 2 jours ou de 5 jours pour être en mesure d'avoir un test toutes les 24 heures auprès de nos 16 ou 32 enfants qui sont avec nous. Donc à ce jour, c'est trop récent, nous n'avons pas encore de réponse. Nous ne savons pas si nous allons être en mesure de pouvoir organiser cette partie logistique. Nous ne savons pas encore s'il serait possible, souhaitable, et si nous voulons, parce que c'est trop frais, on n'a pas encore pris le temps de bien poser les choses, de ne sélectionner, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais que les personnes qui seraient vaccinées, qui simplifieraient la vie, mais qui écarteraient de fait d'autres enfants. Donc pour l'instant, on n'a pas des réponses à toutes ces questions-là. On va attendre aussi que les textes sortent. Tous les jours, il en sort et puis ça se complète ou pas. Des fois, ça se contredit. Avant de se prononcer, quoi qu'il en soit, en votant quand même la délibération, on a fait le choix de la proposer quand même ce soir. Comme on l'a toujours fait par le passé depuis 2 ans, depuis cette pandémie. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir proposer des services aux jeunes, aux ados, aux enfants. Et tant pis si nous sommes frustrés de les annuler et de les mettre de côté, c'est pas grave. On préfère cette frustration-là plutôt que de ne rien proposer, que ce soit eux qui soient frustrés qu'il n'y ait rien. Voilà. Donc je vous la propose en synthèse. Je ne vais pas lire toute la délibération. Comme chaque fois, il y a 2 séjours. Le séjour 5 jours, 4 nuits serait donc, durant les vacances de février, du 7 au 11 février, à Barse. Il concerne 32 jeunes, il sera accompagné de 4 animateurs. Vous avez les détails en ce qui concerne le transport et l'hébergement. Le week-end, lui, aurait lieu en janvier, du 14 au 16 janvier. Vous vous en souvenez peut-être, c'est la 2e fois que l'on procède avec un départ le vendredi soir et non plus le samedi matin. Pendant longtemps, on partait le samedi matin, c'est vrai que c'était un peu trop contraignant. C'était moins onéreux, certes, parce qu'il y avait un hébergement en moins, mais moins contraignant pour les jeunes et c'est surtout plus profitable sur la pratique du ski, puisque c'est le but du séjour malgré tout. Vous avez tous les éléments concernant les coûts de chaque séjour et les détails sur les transports. Concernant la tarification, vous vous en souvenez, puisqu'il me semble que vous aviez voté pour cette modalité-là. Et on a changé les modalités depuis les séjours de cette année, avec un prix plancher et un prix plafond qui étaient fixes et qui ne dépendaient pas du taux d'effort. Et le taux d'effort se situe au milieu, vous avez la courbe qui est notifiée sur la délibération, avec du coup chaque famille qui paye son prix. C'est moins lisible pour elle, mais c'est plus évitable. Et la commune, elle, qui participe avec une participation de 34 à 67% en fonction des familles. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de fixer les tarifs et les modalités d'organisation du week-end et du 6 jours ski comme indiqué ci-dessus avec les réserves que je vous ai évoquées, de préciser que les règlements des séjours peuvent se faire par chèque, espèce, carte bancaire ou chèque vacances, les fameux chèques ANCV, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires.
s'il y a des questions. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La dernière délibération concerne l'urbanisme avec l'adhésion au règlement départemental d'attribution de la subvention opération façade dans le cadre du nouveau dispositif aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Tu me donnes la parole. Je te donne la parole. Voilà, donc je ne vais pas lire mot par mot là, mais il s'agit à travers cette délibération d'autoriser le dispositif que nous avons déjà en place sur la commune qui aide les propriétaires, surtout en centre-ville, à faire la réfection de leur façade et surtout de bénéficier effectivement des dispositions du département qui aide jusqu'à 70% la réhabilitation des façades dans les centres anciens. Voilà, donc l'objectif de cette opération, c'est de redynamiser le village, bien sûr, surtout ancien, avec la mise en valeur globale des paysages urbains, d'inciter les propriétaires à faire des travaux et de ravalement, et de promouvoir effectivement le développement économique. Ces dispositifs est touristique. Ce dispositif, donc, pour la commune de Fivaux, cette délibération adhère à cette opération départementale, porterait donc un coût d'aide de 200 € par mètre carré, alors qu'aujourd'hui le tourne autour de 60 €, et limité à 60 mètres carrés sur la façade principale. Le dispositif qui est mis en place par le département, lui, aide la totalité du bâti en fonction de l'emplacement du bâti et en fonction de l'audit technique qui sera réalisé par l'architecte du SCEE. Donc, cette aide de 200 € est la même pour l'ensemble du secteur, mais elle peut être portée jusqu'à 300 € par mètre carré si le bâtiment a un intérêt patrimonial communal ou un intérêt patrimonial, mais ça on le saurait s'il était classé, et surtout si l'architecte du CAE, du conseil départemental, juge que l'opération mérite une réhabilitation quand même importante. Il faut savoir que ces opérations de réhabilitation ne sont pas que de la maçonnerie, ça peut aller jusqu'à l'aide au changement des fenêtres, des volets, certaines ferronneries qui peuvent être prises en compte, mais tout ça sur les façades des bâtiments existants. Et ça peut aller aussi si le bâtiment est considéré comme un point de vue au lointain, les 4 façades du bâtiment peuvent être prises en compte dans ce dispositif. Alors qu'aujourd'hui, seule la façade principale est prise en compte. Voilà, donc 2 secteurs d'intervention. Un secteur qui sera à 50%, aidé à 50%, et un secteur qui sera aidé à 70%. C'est les 2 zones que vous avez. Dans le secteur qui est considéré à 70%, c'est le secteur déterminé comme secteur prioritaire pour inciter les propriétaires effectivement à faire des travaux importants. Je crois que j'ai balayé toute la... Oui, encore un point plus important, c'est que cette subvention qui est servie aux propriétaires du bien peut se cumuler avec d'autres aides telles que de l'ANA ou les caisses de retraite ou les crédits d'impôt qui peuvent être déjà alloués à des propriétaires dans le cadre de réhabilitation de logements. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de mettre en place cette opération de façade d'aide aux propriétaires privés pour la rénovation de leur façade en centre-ville, d'approuver le périmètre d'intervention, de solliciter le conseil départemental et l'appui technique du CAE pour obtenir la subvention de la commune, un remboursement auprès du conseil départemental jusqu'à hauteur de 70%, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Allez-y.
juste un commentaire pour dire qu'on est favorable à cette décision, parce que le programme est très bien cadré et c'est suivi par un architecte. Ce qui va garantir une cohérence de tous les projets. Merci. Moi, juste une précision pour nous. Oui, Yannick, pardon. Vas-y. Non, il faut que tu appuies pour que... Voilà. Et quand ça clignote... Quand tu deviens rouge, tu peux parler. Alors, attends. Là, c'était le mauvais exemple parce qu'il est froid déjà. Je voudrais bien m'assurer que ça concerne des logements qui sont occupés. Ah oui. Alors, pas nécessairement, puisque c'est dans le cadre de réhabilitation de bâtis anciens. Donc c'est sur l'extérieur des bâtiments. Hein. La rénovation façade, c'est sur l'extérieur des bâtiments. Par contre, un propriétaire qui veut réhabiliter un appartement, effectivement, peut obtenir d'autres aides auprès de l'ANA ou auprès de la métropole aussi, dans l'aide à la pierre, et ainsi de suite. Dans ces cas-là, les logements doivent être occupés. Ah, c'est pas un critère. C'est pas un critère. C'est pas un critère. Ouais. Allez-y, c'est seulement. Une petite question par rapport à l'impact budgétaire. Comment on va fonctionner? On va fonctionner sur un budget fini, c'est-à-dire on va ouvrir une enveloppe et on va aller jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe et puis on arrêtera. Ou bien on prendra toutes les demandes et s'il y a besoin d'arbitrer parce qu'il y en a trop de demandes, comment on fait? C'est le premier demandeur, premier servi ou... Voilà, donc ce qui est prévu effectivement c'est de caler une enveloppe sur 2022 pour cette opération-là. Et une fois que le montant sera épuisé sur l'année, on incitera donc les demandeurs à redéposer leurs demandes pour l'année suivante et ainsi de suite. Voilà. Et au OBS, si on voit que cette opération prend vraiment d'ampleur, peut-être qu'on mettra un petit peu plus d'enveloppe, sera un peu plus grosse en 2023, on verra. Sachant que sur le budget 2021 et le budget précédent, il y avait déjà une enveloppe, et cette année on a revu l'enveloppe à la hausse un petit peu parce qu'on s'attend à avoir un peu plus de demandes. Mais on reste sur le même principe, que l'enveloppe elle est là, c'est la provision. Quand ça sera tout utilisé, on attend, on verra OBS. Mais voilà, c'est... Sachant qu'avec ce dispositif, le reste à charge de la commune sera que de 30% des 70%. C'est exactement, on a fait le calcul, je l'ai plus en tête, je l'ai... Voilà, ça dépend du secteur. Et ça dépend des secteurs. C'est une provision. C'est ça. Ça. On s'attend à avoir un peu plus de demandes, donc on a un peu augmenté la provision, mais après ce n'est qu'une provision. Il reste entre 30 et 40%. Il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.